Merci beaucoup. Alors Nadia va rester là pour la deuxième table ronde qui va permettre de finaliser cette journée. Donc une deuxième table ronde où les invités sont le professeur Yunba Sokona, ancien vice-président de GIEC, et Madame Marie-Thérèse Daba Séné, sociologue et représentante de One Planet Fellowship, sur les perspectives, donc une table ronde sur les perspectives de la recherche africaine sur le climat. Alors, merci à tous les deux de nous rejoindre. Donc, pour la dernière discussion, mais pas la moindre, puisque maintenant on va parler de recherche, de sciences, et finalement de projets sur le déploiement d'initiatives qui sont proposées, je vais me permettre de dire, par la vieille école, et puis par les jeunes, puisque nous avons une initiative de jeunes chercheuses et chercheurs. Et on va les laisser commencer, Youba, si tu veux bien. Donc, Marie-Thérèse, je vais te proposer de nous présenter, nous expliquer quel est l'objet de cette initiative. D'accord, c'est bon. Alors, bonjour à tous. Alors, merci Nadine pour cette introduction. Et c'est un plaisir de prendre la parole avant le professeur parce qu'on va un peu exposer les perspectives de jeunes chercheurs africains. Alors, je vous laisse imaginer 120 jeunes chercheurs africains de 14 pays d'Afrique anglophone et francophone et qui sont tous réunis autour d'un objectif commun qui est de produire... Ah, ok, super. Alors, qui est de proposer des solutions innovantes et des pratiques adaptées, qui sont plutôt adaptées aux défis des changements climatiques en Afrique. Et cela, c'est particulièrement intéressant parce qu'aujourd'hui, j'ai l'honneur de représenter 120 lauréats du programme One Planet Fellowship. Et ensemble, nous avons élaboré une note de plaidoyer collectif qui vise vraiment à demander aux décideurs, aux bailleurs, au gouvernement des moyens accrus pour soutenir la recherche de jeunes chercheurs africains, mais la recherche de chercheurs africains en général sur les défis des changements climatiques en Afrique. Et cela est particulièrement important parce qu'il manque vraiment des données probantes sur permettant de mieux caractériser les changements climatiques observés actuellement, mais aussi dans le futur, comme l'a très bien soulevé Dr Aïda Djong tout à l'heure. Mais aussi, il y a un manque de financement. Donc, le financement, il est insuffisant, par exemple, entre 1990 et 2020. Donc, il y a eu seulement 3,8% du financement mondial de la recherche climatique qui a été alloué aux études liées sur l'Afrique. Et la majorité de ce financement est dirigée vers les institutions américaines et européennes au détriment des institutions africaines. Alors, on note aussi qu'il y a les publications sur le réchauffement climatique, on note encore peu de chercheurs africains là-dessus. Et aussi, il y a des problèmes d'accès et de publication qui sont liés vraiment au coût élevé pour publier des articles dans des revues scientifiques, mais aussi pour consulter ces articles. Mais paradoxalement, on remarque que les jeunes chercheurs du programme One Planet Fellowship, comme l'illustre vraiment ce programme, ont mis en place en fait des solutions innovantes vraiment pour une agriculture africaine plus résiliente, plus productive, mais aussi moins consommatrice en eau, vraiment en développant des stratégies, des technologies innovantes, mais aussi en diversifiant des cultures et en proposant des variétés et espèces qui sont vraiment résilientes à la sécheresse. Et des solutions ont été proposées par des chercheurs qui ont vraiment consigné cette note. Et par exemple, je peux citer au Nigeria, il y a eu Doris vraiment qui expérimente l'utilisation du biochar pour la fertilité des sols. Et au Burkina Faso, on a Cécile Harmonie, vraiment qui promeut le drainage, qui promeut vraiment le drainage en profondeur, mais aussi l'utilisation de biofertilisants, mais aussi de fertilisants vraiment pour adapter à la riziculture. Et après, on a aussi au Sénégal et au Bénin les travaux de Mam Sorna et de
Emeline, vraiment sur l'utilité de l'agroforesterie qui propose des solutions durables. Donc, on voit qu'il y a des solutions qui sont mises en place par les chercheurs africains et qui répondent aux attentes des populations locales. Et cela est particulièrement important parce qu'il faut une implication de ces populations vraiment pour parvenir à proposer des solutions qui peuvent être efficaces aux effets des changements climatiques en Afrique. Et c'est ce que j'ai découvert dans ma recherche, voilà, en travaillant avec 2600 femmes de la région de Fatick au Sénégal et qui sont très actifs dans le maraîchage agroécologique. Et grâce vraiment à des solutions issues de la recherche, par exemple comme l'utilisation de biopesticides, une bonne gestion de l'eau, elles arrivent à vraiment produire des quantités vraiment importantes qui leur permettent vraiment d'aspirer à une autonomisation socio-économique. Et on voit que c'est malgré qu'il y ait encore des contraintes liées au genre en termes d'accès aux fonciers pour les femmes, elles parviennent quand même à tirer leur épingle du jeu et à produire grâce à ces solutions innovantes. Et je dirais que ces solutions vraiment issues de la recherche ne sont pas seulement que des espoirs pour ces 2500 femmes, parce que j'ai été vraiment touchée par le témoignage d'une femme qui a dit que grâce à ses revenus, maintenant elle parvient à payer les frais de scolarité de ses enfants à l'université, mais aussi grâce à ses revenus, elle parvient à une estime de soi, une estime de son mari, une estime de sa communauté parce qu'on voit l'impact vraiment de son travail et l'impact des solutions qu'elle apporte. Alors c'est pour dire que ces solutions issues de la recherche africaine, de chercheurs africains, apportent des solutions tangibles, un espoir pour ces 2500 femmes, un espoir pour cette fille qui maintenant sait qu'elle va pouvoir poursuivre ses études universitaires grâce aux revenus de sa mère, cet espoir pour cette femme qui gagne en estime de soi, cet espoir pour ce petit producteur qui sait que malgré l'irrégularité des pluies, il va parvenir à assurer une production. Cet espoir de ce jeune Africain qui sait que grâce maintenant aux solutions qui sont développées par la recherche, il peut vivre de l'agriculture et peut-être ne pas se lancer dans l'immigration clandestine. Mais pour que ces solutions vraiment puissent continuer à faire naître ces espoirs, vraiment, il est impératif d'accroître le financement, mais aussi d'équiper les infrastructures de recherche africaines. Voilà, équiper les laboratoires, essayer d'améliorer les conditions de travail des chercheurs africains. Et je pense que Fidèle, qui est ici présent, pourra partager un témoignage vraiment de ces contraintes auxquelles les jeunes chercheurs africains sont confrontés dans leur laboratoire de recherche à cause du manque d'infrastructures. Mais aussi, il est important aussi de favoriser le libre accès aux résultats de la recherche, mais aussi aux publications scientifiques. Et je dirais que bon, on a rédigé cette note vraiment qui est disponible et vous pouvez, n'hésitez pas à le consulter. Et il y aura vraiment une autre note qui sera disponible prochainement, co-signée par l'ensemble des lauréats du One Planet Fellowship et qui sera disponible dans le site de Agropolis Foundation, alors qu'ils sont représentés aujourd'hui dans la salle. Et j'ai été particulièrement touchée aujourd'hui par une des conclusions du docteur Fadel. Oui, lorsqu'il disait « It's time to act ». Et je pense que cet engagement résonne vraiment dans le cœur de Adama, Inès et de l'ensemble des 120 lauréats que je représente aujourd'hui. Parce qu'il est possible de mettre en place des solutions de chercheurs, des efforts des chercheurs intergénérationnels sur la lutte contre le changement climatique, mais il est temps vraiment de poser cet acte pour vraiment faire rayonner voilà, la recherche africaine, et surtout de jeunes chercheurs africains. Je vous remercie. Je voudrais juste te demander, pour comprendre bien l'initiative, si ces 120 chercheurs sont amenés à travailler en réseau et ce qu'ils représentent en termes de pays africains. Alors, on a au total, c'est 14 pays d'Afrique anglophone et francophone. Donc, c'est un peu les pays comme, il y a le Sénégal, le Burkina qui est très bien représenté, il y a le Bénin et l'Éthiopie, Malawi, Tanzanie. Et après, on a eu dans le cadre de ce programme, un exercice intéressant qui consistait à rédiger des articles scientifiques ensemble.
avec des chercheurs de différentes disciplines scientifiques et après avec des barrières de langue parce qu'on était formés en groupe 3 anglophones, 3 francophones. Donc on devrait collaborer, vraiment essayer de mettre en place des recherches communes. Et même il y a des recherches qui ont été publiées. Et ça, vraiment, c'est une très belle avancée. Et dans le cadre de ce programme, on a aussi des formations en leadership mentorat. Et aussi, on a un volet qui prend en charge, par exemple, des AST, des formations scientifiques de jeunes chercheurs dans des laboratoires européens. Et je pense qu'il y a 50 lauréats qui ont bénéficié, dont moi-même, parce qu'actuellement, je fais mon stage au niveau du centre de recherche de la Commission européenne à Ispra, en Italie, où je travaille sur toutes les questions liées au genre en lien avec l'agroécologie au Sénégal. Merci beaucoup. Merci Marie-Thérèse. Youba, est-ce que... déjà, je pense que ce programme est plus dédié aux questions d'adaptation. Est-ce que tu veux nous parler de votre initiative sur les enjeux des stratégies pour les pays africains à Saïssa? Merci beaucoup de me donner l'opportunité de prendre part à cette rencontre sur des sujets très importants, préoccupants et assez complexes et compliqués. Marie-Thérèse vient de m'indiquer que je peux utiliser ma canne à pêche maintenant. En 88, je suis allé à Boston, à l'université de Tufts, et puis travailler sur un modèle de planification énergétique. On pensait résoudre le problème d'Afrique, l'énergie de l'Afrique, en 2-3 ans. J'ai dit, bon, après avoir résolu le problème, je vais pouvoir aller faire la pêche. Jusqu'à présent, je n'ai pas utilisé ma canne à pêche. Donc, j'ai l'opportunité de l'utiliser maintenant. Enfin, bon, je crois qu'il est important et il faudrait que l'on essaye d'aborder la question de l'Afrique et puis la question du climat et autres avec plus de lucidité. Puisqu'il s'agit fondamentalement, ceci a été largement discuté ici, il faut un narratif africain. Et le narratif africain, ce n'est pas de partie du climat, c'est de partie du développement. Et on peut pas, il n'y a pas du tout d'antagonisme entre le développement et le climat. Et un des aspects assez importants et fondamentaux, c'est l'énergie se trouve au cœur du développement et l'énergie se trouve au cœur de la question du climat. Donc la question, ceux qui viennent du Burkina, de l'Afrique de l'Ouest, ils le savent en ce moment que le délestage que l'on connaît dans tous les pays de l'Afrique de l'Ouest, c'est qu'on a, ici ils ont de l'électricité, c'est 5 heures par jour. Dans le meilleur des cas, dans la capitale, et puis bon, ça a un impact sur tout. Bon, ceci dit, c'est sur la base de cela, on sait également que dans le contexte africain, bon, on a des compétences un peu partout, dans tous les domaines. Marie-Thérèse a indiqué des jeunes chercheurs, mais même par inadvertance, elle n'a pas évoqué d'institutions africaines. Ça, c'est le problème le plus important. Il m'a été donné de mettre en place le African Climate Policy Center en 2010 à la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique. J'ai mis en place un programme justement pour attirer les jeunes PhD africains, ceux qui ont fait leur doctorat et les post-doctorats. C'était à l'époque, chaque année, on prenait 15 et en 5 ans, on a une masse critique d'experts dans tous les domaines. Vous savez, de la science du climat aux aspects d'adaptation, de vulnérabilité et puis aux aspects d'atténuation et tout ce qui s'ensuit. La première année, quand on a lancé, il y a eu pour 15 postes, on a eu plus de 100 candidatures, des gens qui étaient aux États-Unis, un peu partout dans le monde. Ils sont venus en Afrique pour travailler sur ces questions. Ça veut dire que il se trouve qu'il y a une opportunité, il y a une envie de travailler sur ces questions et de venir justement en Afrique pour le faire. Bon, sauf que on constate de plus en plus que les Africains quittent l'Afrique. Vous savez, vous prenez l'université de Dakar, la plupart des profs les plus compétents, les plus brillants, il y a beaucoup qui sont partis et ils partent. Il y a 15 jours, j'étais au Japon.
Bon, la chose la plus curieuse que j'ai constatée au Japon, ça m'a surpris, ben, les Japonais sur le modèle canadien, c'est-à-dire les Africains qui étudient au Japon restent au Japon, travaillent au Japon. Ils ont développé une expertise, ils travaillent au Japon, ils sont recrutés par les Japonais. Ben, nous nous sommes dit dans le contexte africain, on a des problèmes compliqués, complexes, inextricables. Et dans les négociations, les Africains n'ont pas du tout un narratif propre. Dans le contexte climatique également, il y a la dichotomie entre la question d'adaptation, la question de vulnérabilité, la question d'atténuation, alors que dans le contexte africain, il n'y a pas cette notion d'adaptation et puis d'atténuation, c'est-à-dire ce qu'il faut faire. Et il n'y a pas également cette question également de transition. C'est-à-dire la transition intéresse un secteur qu'on n'évoque absolument pas du tout, c'est la question du bois, du charbon de bois. Dans l'autre cas, c'est beaucoup plus bâtir des systèmes qui soient bas carbone ou neutre carbone. C'est-à-dire on construit des systèmes dans le contexte africain. Le système énergétique est à construire. Le système agricole est à construire. C'est-à-dire les infrastructures sont à construire. Tout est à construire. On ne doit pas du tout, ça n'a pas une transition comme on le fait dans les pays industrialisés. Et dans la mesure où il y a des difficultés et que le problème devient beaucoup plus inextricable, on avait une idée de créer un institut africain un peu à l'image de l'IASA, qui investit et qui travaille sur le court terme, en même temps investit le long terme. Parce que, quelles que soient les préoccupations, quel que soit le domaine dans lequel on est confronté, il y a 4 prérequis importants. Le premier, c'est d'avoir une vision. C'est d'avoir un leadership, une vision assez claire des choses. Le deuxième, c'est d'avoir des institutions qui sont capables de prendre la vision et de traduire cette vision-là en quelque chose de faisable. Et le troisième élément, c'est d'avoir les moyens. On évoque beaucoup plus les moyens financiers, mais on évoque rarement les moyens humains. Les moyens humains sont beaucoup plus importants que les moyens financiers. Et le quatrième prérequis, c'est s'atteler sur l'immédiat, en même temps investir le long terme. Et ceci requiert la construction de nouvelles institutions. Donc on a lancé en octobre dernier un institut africain, African Institute for Club for Sustainable Energy and System Analysis, qui est basé un peu sur le modèle du GIEC. On n'a pas besoin de financement important pour le faire. J'ai travaillé pendant plus de 30 ans dans le cadre du GIEC, je n'ai jamais été payé par qui que ce soit. Donc on a la possibilité d'investir dans le cadre de cet institut. Les individus sont engagés là-dedans. Actuellement, il y a près de 160 Africains et non-Africains qui travaillent là-dessus, qui sont repartis un peu partout dans le monde. Et le GIEC a montré également qu'on peut sortir des rapports conséquents, consistants, en n'étant pas tous physiquement présents quelque part. On l'a fait avec le 6e rapport du GIEC. Ça, on l'a démontré. Et le troisième élément également, c'est de donner une plateforme justement à des jeunes comme Marie-Thérèse, qui puissent s'investir sur des sujets qui les intéressent, qui intéressent l'Afrique. Parce que le gros problème de l'Afrique, c'est trouver des institutions dans lesquelles on peut s'investir. On peut continuer à réfléchir, on peut continuer à produire intellectuellement. Et qu'il faut absolument trouver une jonction entre une navigation permanente entre les politiques, la pratique et la réflexion. La plupart du temps, on a du mal à le faire. Et cet institut donc a été lancé le mois d'octobre dernier avec 4 axes prioritaires et un axe transversal. Le premier axe, c'est quelles sont les possibilités de parcours d'énergie propre dans le contexte africain ou à bas carbone, ou neutre. Le deuxième axe, c'est la mise en œuvre, l'efficacité de la mise en œuvre des programmes et des projets dans le contexte africain. Et le troisième axe, c'est la question d'accès aux technologies et au financement de manière beaucoup plus durable. Et le quatrième axe, qui est un peu transversal, c'est la question des capacités beaucoup plus institutionnelles, parce qu'on manque d'institutions. Dans les années 80, je pouvais vous citer au moins une vingtaine d'institutions qui travaillent sur les questions d'énergie en Afrique, énergie et développement. Aujourd'hui, je suis incapable de citer 3 institutions qui travaillent sur ces questions.
en dehors du cas de l'Afrique du Sud. Et cet axe-là, c'est beaucoup plus sur les capacités, beaucoup plus institutionnelles et puis des ressources humaines. Et nous prévoyons d'avoir une réunion physique. Vous savez, on a eu des séries de réunions virtuelles, une réunion physique en Afrique du Sud, le mois de septembre, avec la création de 2 hubs. Un hub pour les pays anglophones et un hub pour les pays francophones, parce qu'il y a un effort immense à faire dans le contexte des pays francophones. Essentiellement, c'est d'avoir un narratif africain, de définir un programme de travail pour l'Afrique et de sortir du mimétisme du contexte africain, notamment de ce qu'on appelle de manière abusive la transition énergétique dans le contexte africain, alors que le système est à construire, c'est à bâtir. Et le troisième élément, beaucoup plus important, c'est le lier, de faire la navigation permanente entre la science, c'est-à-dire la connaissance, les politiques à différents niveaux, c'est-à-dire au niveau local, au niveau national et au niveau régional, et les pratiques. Bon, voilà de manière très ramassée cette initiative-là, qui est une plateforme justement pour Marie-Thérèse et ses collègues. Merci beaucoup, Yuba. Je répète donc le nom de cette initiative et de cet institut, c'est l'ASEISA, A-S-E-I-S-A. Je pense qu'on trouve des informations si on tape ça sur Google, puisque c'est une des questions qui nous a été remontée. Est-ce qu'un pays africain serait le plus à même de prendre le leadership sur ces enjeux de recherche sur le climat? Il ne s'agit pas d'un pays africain de prendre le leadership, il s'agit des Africains de prendre le leadership là-dessus. Parce que, bon, peu importe où les Africains sont, disponibles, peu importe également, il s'agit également de non-Africains qui s'intéressent aux questions africaines de travailler là-dessus. Pour donner une idée, les pays de l'OCDE, en 2020, je pense qu'il y a quelqu'un de l'OCDE dans la salle ici, s'il n'est pas parti. En 2020, mais les chiffres sont exacts, l'OCDE a consacré 1 500 milliards de dollars dans le domaine de recherche et développement. La même année, l'Afrique, on a consacré 9 milliards là-dessus. On a consacré, ça ne veut pas dire que les Africains ont consacré. Ça veut dire faites la comparaison entre 1 500 milliards de dollars et 9 milliards, sur des questions essentielles, sur des questions fondamentales qui intéressent, ça montre déjà la différence entre les deux. Et la plupart du temps, chaque fois que des questions essentielles, on les aborde, on dévie vers des questions de financement. On élude le problème de fond. C'est-à-dire la question de l'énergie, la question de l'agriculture, la question du développement, mais ça devient finalement une question de financement. On élude les vrais problèmes. Et c'est justement la création de cet institut-là, c'est d'attaquer les problèmes de manière frontale et en n'évacuant pas la question du financement, mais ça ne va pas se résumer aux questions de financement. Il y a une autre question, Yuba, sur les explications qu'il y aurait derrière le déclin des institutions dont tu as parlé depuis les années 80, les raisons en fait. Les raisons sont bien connues et bien documentées. C'est les programmes d'ajustement structurel. C'est maintenant seulement que l'on voit l'impact réel des programmes d'ajustement structurel. C'est en quoi consistaient les programmes d'ajustement structurel? C'est de dire aux pays africains, fermez vos universités, vous n'avez pas besoin d'expertise, nous avons de l'expertise internationale pour vous. Et on a remplacé, c'est-à-dire les centres de recherche, on a remplacé les chercheurs africains par des consultants. C'est-à-dire quelqu'un qui est dans une université, qui est consultant dans une université, qui est chercheur dans une université, il consacre beaucoup plus son temps pour faire de la consultation que de produire un travail de réflexion. Un ministère, quel que soit le type de ministère, que ce soit sur des questions de fond, ne va pas du tout voir les universitaires pour demander de la réflexion et recruter un consultant pour faire un rapport. Et c'est les programmes d'ajustement structurel qui ont créé ça. On a démantelé les centres de recherche, les structures universitaires, et on a du mal à repartir. Et il y a eu également, on a créé une sorte de barrière entre l'administration
et le monde de la recherche. Il n'y a pas de communication. Je parle sous le couvert de l'ancien ministre du Burkina, qui est dans la salle ici. Il n'y a pas de communication entre les départements techniques et les structures universitaires de recherche. Et ceux-ci ont été clairement créés par les programmes d'ajustement structurel. Donc, le gap de financement, comment on peut l'expliquer? Ce sous-investissement, c'est un manque d'intérêt du politique pour la science, la recherche? J'ai indiqué tantôt que quand on a commencé, c'est-à-dire on a tendance à ne pas du tout revenir sur les fondements même des programmes d'ajustement structurel et leur implication. De la même manière qu'on a démantelé les structures universitaires, à un moment donné, on a dit non, il faut mettre l'accent sur l'enseignement de base et que les formations universitaires, ça ne sert à rien du tout et que la recherche ne servait à rien du tout. Et on a demandé également, à travers les programmes d'ajustement structurel, qu'il faut que ces institutions soient autosuffisantes. J'ai discuté avec quelqu'un sur la météo, les questions de données. On demande aux météos d'être autosuffisants. C'est-à-dire, donc, pour avoir les données, il faut payer les données. Tout ceci, ça a été une des conséquences des programmes d'ajustement structurel, qui font que les pays africains n'accordent aucun intérêt. On leur demande de mettre beaucoup plus l'accent sur le secteur productif. Et on estime que ces secteurs-là ne sont pas du tout productifs. Ils sont sur la même lancée, dans la mesure également qu'ils n'ont pas l'autonomie de réflexion, l'autonomie de pensée. Quand on a le document, le rapport que Fadel a présenté, il a fallu qu'un certain nombre d'entre nous, on se met ensemble, on se dit, écoutez, il y a un tas de discours sur ces questions de transition énergétique, qui n'ont rien à voir avec le contexte africain. On a essayé dans un premier temps d'approcher l'Union africaine, la Commission de l'Union africaine, pour travailler avec elle. On a fait un travail préliminaire, mais qui n'a jamais abouti. Et puis on s'est dit qu'on fait fi de ces institutions, on essaie de travailler, de produire un rapport qui nous paraît beaucoup plus conséquent sur les perspectives africaines. On avait dans un premier temps pensé nous accrocher à l'agenda 2063 de l'Afrique, qui a été défini par les Africains, par eux-mêmes, avant l'agenda 2030. Mais tout le monde parle de l'agenda 2030, mais personne ne parle de l'agenda 2063, conçu par les Africains, l'Afrique que nous vivons dans 50 ans. Essayer de prendre ça comme base de travail sur les questions d'énergie, sur les questions de climat et sur les questions de développement. Alors, je vais peut-être pour faire rebondir Marie-Thérèse sur cette initiative, lui demander comment, comme jeune chercheur, elle se projette peut-être dans 10 ou 20 ans par rapport à son engagement sur ses travaux et par rapport à ce que Yuba vient de dire sur la création d'institutions qui permettraient d'éventuellement s'intégrer dans le développement de recherche. D'accord, merci Nadine, c'est une très bonne question parce que depuis hier avec Adama, on se demandait mais après quand on va soutenir, est-ce qu'on va rester dans la recherche ou on va quitter? Parce qu'on se demande mais est-ce qu'il y a des institutions qui sont là pour pouvoir nous accueillir, voilà, pouvoir nous accompagner en tant que jeunes chercheurs. Et là, je suis rassurée quand j'entends le professeur Yuba parler de cela. Donc c'est une belle initiative. Et dans mon cas, je suis sociologue de formation, mais en fait, je me dis que la recherche sur le changement climatique en Afrique, c'est d'abord un engagement personnel. Parce que je me suis engagée à travailler sur les questions de genre en lien avec le changement climatique et l'agriculture, en voyant un peu les impacts des changements climatiques sur mon village d'origine, les impacts sur les femmes qui vraiment sont en charge de puiser l'eau, sont en charge vraiment d'apporter tout ce qui est nourriture. Elles cultivent en fait les cultures vivrières. Et ce choix vraiment m'a conforté à travailler sur ce sujet et à
changé un peu au cours de ma 4e année de thèse de sujet pour travailler sur cette thématique. Donc, je me dis que c'est un engagement personnel et savoir que par derrière, on a ce soutien, on peut avoir des infrastructures qui sont équipées, des infrastructures qui sont là pour accompagner le jeune chercheur. Et je pense que c'est un espoir, en fait. C'est un espoir pour la jeune génération. Donc, on n'a pas besoin vraiment de se dire que, bon, après la thèse, peut-être on va aller chercher un postdoc à l'étranger, on va aller, voilà, peut-être se lancer dans la consultance ou autre chose, parce qu'on sait que il y a des initiatives qui sont mises en place par des chercheurs qui nous ont devancés et qui peuvent être de véritables mentors. Et vraiment, d'où l'utilité aussi de développer ces programmes de mentorat qui sont vraiment mis en place dans le programme One Planet Fellowship. Parce qu'on est toujours accompagné par des mentors, des chercheurs d'institutions africaines. Parce qu'on est toujours rattachés à des institutions africaines. Et je pense que c'est une très belle initiative quand même pour nos jeunes chercheurs. Merci. Youba, un mot de conclusion? Ben, ce qu'on demande, c'est, comme Marie-Thérèse l'a dit, c'est un engagement personnel. C'est-à-dire tous ceux qui sont dans l'Institut, c'est un engagement personnel qu'ils prennent. Ils consacrent une partie de leur temps à travailler gratuitement pour l'Institut. C'est-à-dire certains peuvent dire, bon, je consacre 1 heure de mon temps par semaine pour l'Institut, certains 1 semaine, certains 1 mois, certains 2 mois. Et c'est réellement de créer une plateforme. Les programmes que l'on va définir, c'est beaucoup plus pour les jeunes et pas du tout pour nous. Ça c'est essentiel. Ensuite également, on montre que pour définir, quand on a un financement, la plupart du temps, on travaille dans l'agenda de celui qui finance. Et quand on veut définir son propre agenda, il faut avoir ses moyens. Et c'est la raison pour laquelle l'Institut est pour le moment virtuel. C'est-à-dire, l'idée de cet institut-là, ça date de plus de 15 ans. C'est-à-dire, on a défini le contexte, le concept il y a 15 ans, et puis il fallait 30 millions pour mettre en place cet institut. Bon, c'est grâce au Covid, bon, ça c'est un des effets positifs de Covid, mais qu'on s'est dit, mais on a ressorti au placard le projet, on l'a retravaillé. Donc, on a fait un institut virtuel, donc on n'a pas dépendant du financement externe. Les seules choses que l'on a, c'est des personnes engagées. Et peu importe où les personnes se trouvent. Il y en a qui sont en Australie, il y en a qui sont en Papouasie-Nouvelle-Guinée, il y en a qui sont en France ici. Nadia également, je l'ai capté pour faire partie de l'Institut. Peu importe là où on est. Et c'est réellement pour les jeunes, et c'est de travailler sur un programme défini par les Africains, pour les Africains, et de mettre le développement au cœur de la question du changement climatique et le bien-être des populations. Merci beaucoup. Je vais vous remercier tous les deux d'avoir participé à cette discussion très riche.